Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette conférence Open Data et Risques, conférence organisée par le comité d'agglomération de La Rochelle. Je suis Sylvain Lapoix, consultant pour la société spécialisée en Open Data, Data Activist. Et je serai l'animateur de cet espace avec nos trois invités que nous allons présenter très bientôt. Dorian, si tu veux bien prendre ton micro. Dorian Cosso de Acajoule. Bonjour à tous, Dorian Cosso. Donc, je représente un bureau d'études privé à Cajoule, bureau d'études en efficacité énergétique et énergie renouvelable, qui a tout simplement aussi une approche data. Et en tant que métier que j'exerce, donc j'interviens sur toutes les phases des sujets énergie que l'on a, mais j'ai aussi ce métier de chef de produit, parce qu'on a une plateforme DataJoule de suivi des consommations énergétiques pour laquelle on met en ligne nos études que l'on réalise en tant que bureau d'études, et on a aussi des études que l'on a de nos clients sur cette plateforme. Merci Dorian. Notre deuxième invitée, Nathalie Gosselin de La Roche-sur-Yon. Vous êtes adjointe au numérique et à la politique de la ville, conseillère régionale Pays de la Loire et présidente de Réseauville. Oui, bonjour. Ben voilà, vous avez tout dit. J'ai rien d'autre à rajouter. On en rajoutera beaucoup après, mais Frédéric Sallet, data journaliste, responsable éditorial du service infographie du quotidien Sud-Ouest. Ton rapport à la data en quelques mots, aux données ouvertes notamment? Oui, bonjour. Effectivement, donc je travaille à Bordeaux où je m'occupe de tout ce qui est, pour le data journalisme, pour nous, c'est récupérer des bases de données qui peuvent servir à de l'enquête, à de la vérification d'informations, à de l'illustration également pour les infographies qu'on peut publier au quotidien dans le journal et sur le web. Merci beaucoup. Le propos de cette table ronde, de cette rencontre, ça va être de s'attaquer à la question du risque face à l'ouverture des données. Pourquoi parler de risque pour l'ouverture des données? Parce que c'est généralement le premier rempart, le premier frein au projet de déploiement d'ouverture des données, qu'il s'agisse de collectivités territoriales, de secteur public, de secteur privé ou en tant que réutilisateur, consommateur actif de médias. On va donc aborder le sujet sur trois parties. Et pour commencer, on va déjà voir quels sont les risques réels à ouvrir ces données. Vous vous en doutez, si je parle de risques réels, c'est qu'il y en a d'autres qui ne sont pas réels, mais on y reviendra. Et je voudrais commencer ce tour de table par Nathalie Gosselin. Les collectivités territoriales aujourd'hui sont l'un des premiers pourvoyeurs de données ouvertes, si on met de côté évidemment les organismes statistiques officiels qui sont un peu des administrations de la donnée. Quels sont, de votre point de vue, les risques réels à ouvrir des données, c'est-à-dire des limitations qui peuvent effectivement entraver l'ouverture des données dans les collectivités territoriales? Alors, les risques réels, c'est le mauvais usage. Et puis, quand on a pris la décision d'ouvrir les données, on s'est fait accompagner, tout simplement. On n'ouvre pas des données n'importe comment. On a le RGPD qui est passé par là. Donc, on fait le choix d'ouvrir au début des données les délibérations, les choses comme ça, qui n'ont pas de grands risques. Je dirais le premier risque, c'est de ne pas bien le gérer et de ne pas être accompagné, tout simplement. Parce que c'est vraiment quelque chose de fort au niveau de la collectivité, et voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Quand vous parlez d'accompagnement, vous voulez dire au niveau organisationnel, c'est avec les personnels, quel genre de difficultés vous pouvez rencontrer, quel genre de problèmes vous avez pu vous-même ou des collègues élus rencontrer en ouvrant des données pour une collectivité territoriale de n'importe quelle taille? La première difficulté, c'est le nommage des données. Il a fallu acculturer, et on continue, c'est pas fini, les services, les agents, la durée de vie d'une donnée, la pertinence, la confidentialité. Donc il a fallu faire ce travail qu'on fait encore. On a établi justement un cahier des charges précis avec une gestion de la donnée qu'on va intégrer après à notre charte informatique. Donc c'est un travail collectif, vraiment. Donc il a fallu former, et on continue à acculturer chacun pour avoir des données, l'archivage, etc., pour avoir des choses correctes et surtout des jeux de données qui sont utilisables ensuite. Donc il y a un vrai problème de culture finalement à acquérir. Est-ce que, Dorian, tu travailles beaucoup avec des collectivités territoriales, mais aussi avec des acteurs privés? Quels sont, de ton point de vue, en tant que consultant sur ces questions
d'énergie, donc un secteur extrêmement producteur de données. Quels sont les risques objectifs pour soit le secteur public avec lequel tu travailles beaucoup, mais aussi le secteur privé dont tu es directement ou indirectement dépendant pour ton activité en termes d'ouverture de données? Bien sûr, parce qu'on a vraiment deux facettes pour nos clients. On a 50%, donc c'est à la fois des entreprises, 50% des collectivités. Concernant les risques réels à ouvrir les données pour les entreprises sur la partie privée, là, il y a entre guillemets un risque, mais c'est souvent lié à la confidentialité des données. C'est-à-dire que lorsque on a des entreprises qui font nécessairement du comptage, et qui font du suivi énergétique avec des capteurs, il y a certaines données qu'ils n'aimeraient pas diffuser, qui peut être compréhensif. Mais c'est surtout c'est sur certains cas précis où là, on a besoin de, entre guillemets, avoir circulé la donnée entre les services et pas au grand nombre. En revanche, sur les collectivités, il n'y a pas vraiment de frein à ouvrir les données, notamment sur certains cas d'usage. Nous, on a des cas d'usage comme le plan climat, PCAET, où c'est une étude de lutte contre le réchauffement climatique et d'adaptation à ses effets. Donc, c'est un projet de développement durable. Et sur cette étude-là, nous, on crée une page qui compile les informations les plus pertinentes de ce PDF de 200 à 300 pages. Et derrière, on le met en ligne et on partage ces données-là au plus grand nombre, accessibles sur DataJoule. Et ici, il n'y a pas de souci pour partager la donnée parce qu'on est vraiment sur une étude qui est déjà, on peut déjà la récupérer sur Internet. Elle est déjà en ligne, tout simplement, elle est déjà accessible à tous. Et du coup, nous, on la partage sur cette plateforme et il n'y a pas de souci par rapport à l'ouverture de ces données-là. C'est même un avantage parce que ça sert de support, de partage pour les élus, pour pouvoir connaître sur un territoire où est-ce qu'on en est sur la consommation, où est-ce qu'on est sur les émissions, par exemple. Alors, on y reviendra. Il n'y a pas de risque objectif de ton point de vue sur les collectivités territoriales, mais il y a peut-être des risques perçus ou crus. Ce sera la deuxième partie. Voilà, je te laisse garder par-devers toi quelques exemples. Frédéric, pour clore cette première partie, de ton côté, tu es surtout un réutilisateur et un demandeur de données. C'est aussi un gros travail aujourd'hui dans les rédactions que d'utiliser notamment les leviers de la commission d'accès aux documents administratifs et des différentes modalités de demande. Quels sont pour toi, en toute objectivité, en toute bonne foi, les risques à ouvrir des données pour les gens sur lesquels vous écrivez chez Sud-Ouest au quotidien? Alors, effectivement, nous, on travaille à partir des données des autres. Donc, le premier risque, c'est que leurs données soient fausses, en fait, qu'elles n'aient pas été vérifiées avant d'être mises en ligne, et qu'elles comportent des anomalies, Et donc, nous, soit, dans le meilleur des cas, on s'en rend compte quand on prépare notre enquête, notre reportage, on voit des valeurs anormales et on va se dire OK, il y a un problème. Soit on ne s'en rend pas compte et on les publie telles quelles. Et là, ça peut être effectivement en termes d'image, tout simplement pour la structure qui a publié la donnée, c'est déjà un problème potentiel. Ce qui veut dire qu'on publie une fausse info. Et le deuxième risque qu'il peut y avoir également, c'est que parfois des structures, que ce soit ministère, collectivité ou autre, publient des données de façon très ponctuelle ou partielle, en oublient une partie, puis après ne les mettent plus à jour, ne tiennent pas les fichiers en conformité. 6 mois plus tard, on n'a plus rien. Donc quand on revient chercher de la donnée, nous, toujours pareil pour notre travail au quotidien pour illustrer un sujet, il n'y a plus rien. Alors là aussi, c'est peut-être plus un risque d'image, encore une fois, mais malgré tout, c'est aussi un risque d'avoir des informations qui ne sont plus fiables, qui sont datées et qui ont perdu une partie de leur intérêt et de leur valeur journalistique. Donc du coup, c'est intéressant parce que ce que tu dis là, finalement, c'est des considérations extrêmement pratiques. C'est ce qu'on appelle dans le tout petit jargon du tout petit milieu de l'open data, de la qualité de la donnée. C'est est-ce que les données sont à jour? Est-ce que les valeurs ont été vérifiées? Et ça, des fois, vous vous en rendez compte. Et qu'est-ce qui se passe quand vous vous en rendez compte, du coup? Généralement, on revient tout de suite vers le producteur de la donnée. On le contacte pour lui dire on a une erreur. J'ai un exemple, par exemple, on a travaillé sur les liens d'intérêt de l'industrie pharmaceutique avec les médecins. Donc là, c'est une base nationale du ministère de la Santé. Et dans cette base, est déclaré le montant du labo pour rémunérer un médecin ou pour l'inviter à une conférence. Et on avait un labo qui avait un montant pour un médecin qui était, alors je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'était 1,6 million par exemple, quelque chose comme ça. Alors que les valeurs, c'est plutôt quelques milliers d'euros normalement. Donc là, dans ce cas-là, il faut remonter au producteur, lui dire assurément il y a une erreur. Là, c'était facile à voir, mais des fois c'est pas le cas. Des fois, c'est une petite valeur qui peut être noyée
et donc ne pas apparaître fausse. Donc voilà, on revient vers le producteur, d'où vient cette donnée, de quelle base l'avez-vous récupérée, pouvez-vous nous confirmer qu'elle est bonne, et la corriger. Et là aussi, le risque, c'est de ne pas avoir un interlocuteur derrière qui puisse nous répondre, tout simplement. On va nous dire, ah ben on a récupéré une base, mais on ne sait pas, en fait. On ne sait pas vraiment d'où elle vient, ou on ne sait pas qui, ou plusieurs personnes sont intervenues dessus, on a perdu la trace. Ouais. Donc là aussi, la traçabilité de la donnée est importante, en tout cas là aussi pour mon usage journalistique, pour la publication finale, être le plus juste possible, et quel que soit l'usage qu'on ait fait, même s'il n'est pas journalistique, même pour un citoyen, là aussi, ne pas donner une fausse information au final. Alors c'est super intéressant parce que tu anticipes un petit peu la deuxième partie, puisque la plupart du temps, quand on travaille dans, encore une fois, ce modeste domaine qu'est l'ouverture des données, les freins relèvent de ce genre d'inquiétude. Quand on a préparé cette table ronde avec la communauté d'agglomération de La Rochelle, on avait cette idée de pitcher la chose de manière un peu provocatrice en disant « ils vont tout savoir ». Ils et elles, c'est bien entendu et très souvent les journalistes. On a cette peur de la révélation et des infos qui vont sortir de manière fortuite. Bon alors, déjà, tu nous le dis là et on va y revenir, mais les journalistes ont une charte d'éthique, il y a des engagements en tant que journaliste, et je le sais pour avoir exercé ce si beau métier pendant plus de 10 ans, on a des responsabilités, y compris juridiques, donc on peut se retrouver dans des situations concrètement au tribunal, si jamais on écrit n'importe quoi et qu'on ne vérifie pas, et en l'occurrence, cette règle qu'on croit ne s'appliquer finalement qu'à des sources chaude, qu'à des témoignages, qu'à des personnes ou à des lieux, des événements, eh bien ça s'applique de la même manière sur la data. C'est ce que tu nous dis là. Et en l'occurrence, bonne pratique et pratique journalistique, on se retourne quand on a une valeur aberrante. Vous faites gaffe quand même, vous ne faites pas n'importe quoi. Normalement. Normalement. On va y revenir. Alors, quand on parle de risque fantasmé, nous on a une petite blague chez Data Activist, un peu un cliché là-dessus. C'est ce qu'on appelle, la blague du puits empoisonné. Donc c'est quand on arrive dans une collectivité territoriale, il arrive régulièrement qu'on nous dise « Ah là là, vous voulez ouvrir telle donnée ». L'exemple type, c'est les sources d'eau potable. En l'occurrence, le traitement des eaux usées, c'est une compétence territoriale, on l'ouvre, comme beaucoup d'autres. Les gens, ils vont rien faire qu'à empoisonner les puits, etc., etc. Généralement, le terrorisme arrive très très vite derrière. Ils vont avoir les plans des endroits, ils vont poser des bombes, tout ça, machin, blablabla. Bon. Sauf qu'en l'occurrence, le plan des endroits où poser des bombes pour circuler dans un espace public, il est affiché. Ça s'appelle le règlement intérieur de lutte et de protection incendie. Et l'emplacement des sites d'eau potable, il y a un énorme panneau de 10 mètres de carré de surface à La Rochelle sur le site de Port-Neuf. Donc voilà où ça se passe, et par ailleurs je fais confiance au professionnalisme des équipes de l'épuration des eaux sur la commune de La Rochelle. Mais alors j'aimerais quand même avoir ce point de vue-là, parce que ici c'est un peu la partie détente, mais aussi un peu de sérieux quand même. Quels sont les arguments les plus absurdes que vous avez entendus, Nathalie, depuis que vous travaillez sur ce sujet-là, pour finalement ne pas ouvrir ? Alors, je suis en train de vendre ma ville aux Américains. Voilà, ça c'est fait. Voilà, ça c'est la première phrase. Donc, ça m'a fait rire, mais c'est vrai qu'en conseil municipal, c'est toujours le lieu un peu de bagarre, entre guillemets. C'est vrai qu'on a commencé à ouvrir nos données en 2016, donc c'était quelque chose qui était encore... qui n'était pas courant, et quand on devait passer des délibs à chaque fois qu'on mettait un jeu de données en open data. Donc à chaque fois, c'était une discussion d'une demi-heure, 1 heure sur, effectivement, vous allez vendre les données des Lyonnais, on va se retrouver chez Google aux États-Unis. Et j'en ai entendu, voilà, c'était assez drôle, non, parce qu'il fallait que... Moi, ça me faisait pas rire sur le moment, parce qu'il fallait quand même que je sorte l'artillerie lourde et que j'explique et je réexplique, que je rassure, en fait, tout simplement. Alors, c'est pas que j'étais pas convaincue, mais j'étais pas sûre de mes arguments. On est en 2016. Moi, je découvre aussi un petit peu ce milieu, donc j'y vais à tâtons. J'essaye de me renseigner. J'ai un coup d'avance sur tout le monde, mais pas plus en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais voilà. Et puis le lendemain, je me retrouve avec un article dans le journal. Désolée. Ah oui. Ah ben oui, ça suivait ça avait le lendemain. Passé la barrière, oui. Et paf, direct dans le débat public. Toujours. D'accord. Et donc là, ça réagit vivement après sur les réseaux sociaux, effectivement. Mais alors du coup, vous les avez vendus à combien les Lyonnais aux Américains? Parce que c'est une question qui intéresse. Alors je suis venue en jet. Ouais, c'est ça. Non, plus sérieusement, on y reviendra à la fin avec les bonnes pratiques, mais qu'est-ce que vous avez répondu face à cette remarque?
Eh bien, de toute façon, voilà, alors, les premières données qu'on a mis en ligne, c'était les délibérations des conseils municipaux. C'était, alors, ce qui est beaucoup téléchargé d'ailleurs, c'est les prénoms et noms des nouveau-nés. Grand classique, ça plaît beaucoup. Mais c'est Ça marche des très fichiers bien. les plus téléchargés. Et c'est obligatoire. Et par ailleurs. c'était, alors ce que j'ai mis en avant, c'est pour être pratico-pratique, c'était par rapport aux mobilités. Parce qu'on était en train de déployer en fait une appli mobile qui permettait justement de gérer les transports en temps réel, le nombre de passagers, quand il y avait des incidents sur les voies. Donc on travaillait avec notre prestataire. Donc voilà, il a fallu que j'explique en fait ces données-là, elles allaient surtout servir à rendre service en fait aux Lyonnais, à faciliter la circulation. On avait aussi mis en place tout le plan PMR avec des capteurs, etc., pour faciliter aussi la circulation. Et PMR, puis, personne à mobilité réduite. Pardon, oui, excusez-moi, voilà, dans la ville. Et on est en train de travailler sur les parkings. Donc voilà, il a fallu que je leur présente en fait les actions qu'on mettait en place et que c'était pas leurs données perso à eux, c'était juste effectivement les parkings, les choses comme ça. Donc ça a un petit peu... et puis surtout, ça limitait le trafic automobile dans la ville. Donc là, j'ai eu un écho tout de suite du côté vert. Donc là, bon, voilà, ça a un peu atténué, mais c'est vrai qu'il faut tout le temps expliquer le pratico-pratique de la donnée. Et effectivement, le citoyen, il faut qu'il voit... faut pas que je commence à rentrer dans les choses trop techniques. Donc là, je touche leur véhicule, super, la voirie, le parking. Ça, c'est bon, ça allait mieux en fait. Le calme est revenu. Voilà, le calme est revenu, mais pas plus, fallait pas plus. D'accord. Les chemins de rando, par exemple, une cartographie des chemins de rando, super, les cheminements doux, etc. Donc je suis restée dans des thématiques qui étaient très populaires. D'accord. Dorian, est-ce qu'on t'a déjà fait le coup de vous allez vendre nos données aux Américains ? Non, on me l'a jamais fait. Non. Quel est le genre d'argument qui, toi, vraiment, t'est arrivé comme une espèce de mur à devoir abattre, sans quoi rien ne se passait? Eh bien, je vais reprendre mon exemple du plan climat. Là. C'était avec une collectivité. Donc, on avait réalisé un plan climat auprès de cette collectivité. Donc, en tant que bureau d'études, on avait réalisé, c'est un PDF de 200 à 300 pages. Et à la fin, donc, cette étude revient à la collectivité et ensuite est aussi partagée en interne et au plus grand public sur les citoyens, sur les sites internet. Et la cliente ne voulait pas qu'on crée une page donc data en open data pour en fait synthétiser les résultats du plan climat en trois grandes parties, donc le diagnostic, les stratégies énergétiques et le programme d'action pour pouvoir agir sur le territoire, qui pourra permettre aux élus d'avoir leur support et de partager efficacement. Et elle voulait pas qu'on crée une plateforme pour la simple et bonne raison qu'elle avait peur pour ses données. Sauf que ces données, c'était une peur complètement nulle, puisqu'en fait, l'étude, on pouvait la récupérer sur Internet, sur la plateforme, on peut récupérer... en fait, toutes les données sont récupérables sur Internet, ils sont accessibles par tous les citoyens, et cette page servira en fait aux citoyens de connaître plus facilement, d'avoir accès plus facilement aux informations. Donc c'était une peur infondée, et on a fini à la fin à la convaincre de quelque chose qui était en fait inné, puisque tout le monde avait déjà accès aux données, et ça ne changeait rien si on crée une page en open data que tout le monde avait accès. C'est intéressant ce que tu soulignes là, parce que c'est souvent quelque chose qu'on remarque quand on travaille dans le milieu de l'open data, c'est qu'au final, tu parles d'un plan climat, c'est une obligation légale. Voilà, exactement. Les données qui l'alimentent sont des données qui légalement doivent être rendues publiques. Exactement. Et c'est souvent quelque chose auquel on est confronté quand on accompagne des collectivités ou des entreprises à ouvrir leurs données, c'est que finalement, c'est entre guillemets, du blanchiment. C'est-à-dire que c'est juste, ça existe, mais de manière non structurée, éparse, difficile à récupérer et à traiter. Et finalement, le travail que nous faisons, alors collectivité territoriale, consultants, bureaux d'études, journalistes, c'est de récupérer tout ça et de le rendre digeste et utilisable. Exactement. Et finalement, cette inquiétude-là, elle persiste après la publication d'un PDF de 200 pages. Oui, c'est ça qui est fou. Enfin, je l'ai eu une seule fois, mais c'est assez fou parce que oui, on a le PDF, on a accès à toutes les données. Et le fait de pouvoir les synthétiser sur une page et la rendre plus accessible, plus digeste, de manière plus ergonomique, eh ben non, c'était un grand frein. Et au final, on a réussi quand même. Elle a entendu raison, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal d'échanges là-dessus. Surtout pour ce cas d'usage, je trouvais ça étonnant. Alors que pour du comptage, on a des capteurs avec des données énergétiques, gaz qui rentrent en permanence. On peut comprendre sur le privé, sur les gros industriels, que ça peut être compliqué de partager les données. Mais pour ce cas d'usage, c'était vraiment... C'était assez étonnant. Ouais. C'est intéressant. Du coup, effectivement, c'est finalement ce genre de cas qui est répliqué sans arrêt et qui amène, encore une fois, c'est le grand classique, mais c'est tous ces rapports. Je discutais avec un collègue qui travaille beaucoup sur les violences sexistes et sexuelles et il avait des personnes qui lui disaient « mais non, telle donnée n'est pas vraie » parce qu'il citait le rapport.
et il était obligé de trouver la bonne page de l'INSEE avec le truc dans un tableau. On disait, regardez, il est là le nombre des agressions et nombre de femmes concernées par tel truc, pour que dans le tableau enfant, on reconnaisse que cette donnée existait alors qu'elle existait depuis très longtemps. Donc c'est aussi ce que permet l'open data, c'est une visibilité même de trucs qui existent déjà au final. Bien sûr, c'est vraiment l'open data, c'est vraiment une centralisation des données. Nous, c'est ce qu'on fait. On crée des cas d'usage. On a un bureau recherche et développement en interne et on crée des cas d'usage en open data et on centralise des données qu'on peut récupérer sur des observatoires, sur des sites qui sont accessibles à tous et on les centralise, on les structure et on les partage au grand public. Et l'idée, c'est vraiment, un exemple concret, le prix des énergies en France. On sait que le prix explose, on a créé une page pour pouvoir suivre l'évolution du prix de l'électricité et du gaz. On voit qu'elle explose. C'est intéressant et ça permet à tous de pouvoir savoir en temps et en heure où est-ce qu'on en est au niveau du prix. Et ça permet de ne pas s'embêter à aller chercher sur tous les sites les données exactes. On les centralise pour eux en fait. On partagera sur le Twitter de Datactiviste et de la CDA La Rochelle les liens vers les différents exemples qu'on a cités ici. Je me tourne vers Frédéric. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de se tourner vers toi pour ces mythes, etc. Mais encore une fois, de ma modeste expérience, les journalistes sont aussi prescripteurs et prescriptrices des usages. Donc parfois, on se tourne vers un interlocuteur, une interlocutrice, collectivité, entreprise, on leur dit pourquoi est-ce que vous ne publiez pas cette donnée-là? Ça pourrait être intéressant. Est-ce que c'est une démarche que toi, tu opères régulièrement en tant que data journaliste? Et quel genre d'arguments on t'a envoyé pour te bloquer sur ce type ou répondre par la négative à ce type de suggestions? Il y a toujours la crainte que tu évoquais au début de dire derrière chaque jeu de données, il y a un scoop. Il y a toujours un loup, il y a quelque chose à découvrir, ce qui évidemment... peut-être heureusement n'est pas le cas, ou en tout cas ça serait bien pour nous journalistes, mais malheureusement c'est pas le cas. Souvent, il n'y a pas vraiment de refus total, mais effectivement c'est compliqué parce que en fait il faut trouver le bon service. Finalement on a la donnée, mais est-ce qu'on peut la sortir ou pas? Et il y a une méconnaissance souvent des obligations légales. Tout simplement, c'est vrai qu'il y a une obligation de transparence et qui n'est pas spécifique aux journalistes, qui est pour tout citoyen. Donc il y a vraiment un enjeu démocratique au sens large de mettre à disposition des données, surtout pour une collectivité, et de permettre leur réutilisation finalement par le grand public, par les associations, par les citoyens, par les journalistes. Et effectivement, de temps en temps, il y aura forcément une réutilisation qui ne va pas nous plaire. On va mettre en avant des données qui ne vont pas dans le sens qu'on espère en tant qu'élu, que politique. Mais ce qui n'empêche pas que ça peut donner naissance à des applications, à des réutilisations qui effectivement font avancer le débat et peuvent être utiles pour mettre en avant finalement des sujets un peu passés inaperçus ou dont on n'a pas forcément entrevu les enjeux. Alors merci beaucoup Fred, parce que tu m'offres une excellente transition avec la troisième et dernière partie de notre table ronde, les risques réels à ne pas ouvrir ces données. Quand on est dans une démarche telle que l'ouverture des données, on se retrouve souvent à devoir négocier et convaincre de l'utilité à ouvrir. Mais il y a un argument, et chez Datactiviste on appelle ça le bâton, qui consiste à dire, certes, vous êtes réticentes et réticents à ouvrir vos données, mais ayez bien conscience que il y a un niveau quand même où vous êtes un peu obligé de le faire. Je vais mettre un petit peu d'actualité, encore une fois. Hier a été présenté le rapport Data Publica, l'excellent rapport Data Publica, sur les collectivités territoriales et la donnée. Je dis ça parce que Datactiviste fait partie de Data Publica, mais il a été présenté par Jacques Priol, et qui note un chiffre qui est derrière moi, en l'occurrence, j'en suis désolé, qui est ici, à savoir que on a sur la publication des données, 54% seulement des EPCI hors métropole qui respectent l'obligation de publication de la donnée. Mais alors de quelle obligation de publication de la donnée est-ce qu'on parle, Nathalie Gosselin? Est-ce que vous pouvez revenir sur ce sujet? Quelles sont les obligations et quels sont les risques que ça représente pour les collectivités territoriales, notamment, qui ne les suivent pas? Alors pour l'instant, rien. Il ne se passe rien pour les entreprises, pour les collectivités qui ne mettent pas en open data leurs données.
Tout simplement parce que alors c'est pas de l'envie ou c'est pas le problème, c'est vraiment les compétences en interne. Tout simplement, les collectivités aujourd'hui, faut savoir que les DSI ont de plus en plus de charges, de plus en plus de choses à gérer entre le RGPD, cybersécurité. Donc la data en fait partie bien sûr, mais voilà, il faut. Nous à La Roche-sur-Yon, on a essayé, on avait passé une annonce pour recruter un data scientist, on savait pas trop. Donc évidemment, on a eu 0 retour. Déjà, on n'avait pas les moyens. En fait, le salaire, il fallait qu'on multiplie par 4. On peut peut-être répercuter ici l'annonce. Donc, La Roche-sur-Yon cherche un ou une data scientist. Donc, ça y est, on a recruté mais un chef de projet data. Okay. Parce qu'en fait, c'était beaucoup plus utile pour nous, parce qu'aujourd'hui, on est en train de mutualiser l'agglomération, la DSI avec la ville et l'agglomération. Et justement, on accompagne les plus petites communes. Alors, pas que dans la data, on accompagne sur tout le reste, parce qu'il y a des communes qui partent de très loin. Et on les accompagne effectivement au niveau de la mise en place aussi de leurs données, de bien utiliser, bien nommer, etc., d'avoir une hygiène de la donnée en fait, en interne. Mais ça, c'est long. Et puis, c'est surtout qu'il n'y a pas les ressources en interne, tout simplement. Je disais tout à l'heure, il y a des communes de moins de 3600 habitants. La secrétaire, elle est DIRCAP, DGS, fait le ménage, elle fait la cantine le midi. Il n'y a pas un coup de balai le soir, enfin, je veux dire, avant de partir. Ça, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, c'est pas qu'elle n'est pas capable de le faire, c'est qu'elle a déjà beaucoup trop de choses à faire. Et si on lui rajoute l'open data, enfin, je veux dire, c'est juste pas gérable. L'informatique est gérée par un prestataire extérieur. Donc voilà, qui vend aussi un peu de matériel sur la place du marché, quoi. Donc on est dans une situation où ce n'est pas possible. Même si on a envie de le faire, c'est pas possible. Donc après, les autres collectivités, c'est toujours pareil. Si vous n'avez pas un DSI qui est moteur, qui a envie de le faire avec une équipe qui est partante, et puis un élu qui fait confiance et qui a un minimum, qui s'est renseigné un minimum, ça marche pas en fait. Et je le vois bien au niveau des élus, c'est encore un sujet. Alors c'est une préoccupation parce que ce qui est intéressant là, justement dans ce rapport, c'est qu'il y a eu énormément de réponses des EPCI, des communes, mais même les communes qui ne le faisaient pas du tout ont répondu à l'enquête. Donc il y a un premier sursaut, on va dire. Tout le monde a bien compris qu'il fallait faire quelque chose, sauf qu'aujourd'hui, voilà, on est en train de voir avec justement la Banque des territoires pour voir comment on peut accompagner les collectivités. Et je pense que ça va être beaucoup dans des financements pour des consultants, des choses comme ça, pour accompagner les collectivités tout simplement. Là, nous, aujourd'hui, au niveau de la ville de La Roche-sur-Yon, on n'a pas vraiment de stratégie globale qui est mise en place. Donc il va vraiment falloir qu'on se pose et qu'on réfléchisse un petit peu comment nous, on va plus loin et puis comment on va faire parler cette donnée. Parce que c'est bien, là, je récupère de la donnée, je suis assise, on est assis dessus, on la garde, on y fait attention, mais comment moi je vais pouvoir la réutiliser, la faire parler pour générer derrière des indicateurs, des tableaux de bord, etc., qui vont permettre de pouvoir prendre des décisions politiques, pour le coup, pour ma commune. Donc on a des obligations et un potentiel réel derrière, une obligation non contraignante, vous l'avez rappelé, en l'occurrence la loi République numérique n'a pas aujourd'hui, comme la CADA, comme la CNIL, n'a pas de capacité de saisie en propre ou de sanction, elle peut juste émettre un avis, mais tout ça, ça nécessite aussi des moyens à mettre en œuvre pour la mise en conformité. Et au-delà de ça, j'aimerais me tourner vers Dorian, parce que Dorian, tu es du côté, toi, justement de l'utilité de l'ouverture de ces données. Alors maintenant, quel est, de ton point de vue de bureau d'études, cabinet de conseil, sur concrètement, qu'est-ce qui se passe, quel est le risque quand on n'ouvre pas ces données, que ce soit collectivité territoriale ou entreprise privée? D'abord, je voulais rapidement rebondir par rapport à ce qui a été évoqué. C'est vrai qu'il y a un vrai souci, nous on se rend compte sur les collectivités, il y a une disparité au niveau des ressources et des formations en interne. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé la plateforme DataJoule, pour pouvoir venir en aide et fournir en fait une plateforme clé en main. Et que derrière, en fait, on fasse entre guillemets le travail pour ces collectivités qui n'ont pas les ressources, qui pourraient le faire en interne, mais qui n'ont pas les ressources. Et pour derrière avoir une plateforme clé en main et qu'elles puissent l'exploiter avec un compte, un mot de passe et avec des cas d'usage. Et pouvoir agir sur leur territoire grâce à cette centralisation des données. Alors après, pour revenir à pourquoi ouvrir les données et quels sont les risques à ne pas les ouvrir, c'est en fait c'est le risque de ne pas partager les données tout simplement, c'est-à-dire le risque que tout le monde n'ait pas ces connaissances de toutes ces données. On parle aujourd'hui de réchauffement climatique, on parle de développement durable, mais on n'a pas les infos, on n'a pas toutes les données. Donc les partager au maximum, c'est prendre conscience. Et si on arrive à faire prendre conscience tout le monde, derrière tout le monde peut agir ensemble. Et c'est à partir de ces éléments qu'on peut vraiment agir. C'est la connaissance des données. Donc c'est vraiment le gros point
le point principal sur ces données, la connaissance des données. C'est pour ça que nous, en tant que vitrine, on a ces plans climat en open data qui permet d'avoir le visuel sur les consommations sur un territoire pour pouvoir agir derrière pour réduire les consommations. Donc c'est vraiment cette connaissance de la donnée qui est importante du fait d'ouvrir les données. Alors, je rebondis quand même rapidement sur ce que tu dis là, parce que c'est généraliste, mais c'est évidemment extrêmement important. A fortiori, aujourd'hui, au regard à la fois de l'inflation en termes d'énergie, des risques de pénurie et de la lutte contre le changement climatique, qui reste toujours quand même un fond qui va se maintenir, même si demain les prix baissent. Tu dis quelque chose d'hyper important ici, c'est que sans l'information, il n'y a pas l'action. A fortiori contre le changement climatique, l'action pour la sobriété. Est-ce que tu pourrais dire comment ça se traduit, par exemple, pour une collectivité territoriale ou une entreprise qui cherche à agir et du coup, elles sont bloquées dans leur action par l'absence de données, par le non-partage de données ? Bien sûr, je reprends l'exemple, Stéphanie, sur le comptage. Par exemple, sur des bâtiments, ils n'ont pas l'information des consommations. Ouais. Avoir accès à ces données, de suivre les consommations sur un bâtiment, ça permet de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut les réduire et comment est-ce qu'on peut faire des économies. Surtout aujourd'hui où le sujet, le prix de l'énergie est criant. Et c'est vraiment avoir la connaissance de ces informations permet d'agir et de réduire les consommations. Donc là, je prends l'exemple du sujet de l'énergie parce que c'est le sujet principal aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a dans tous les autres domaines que c'est important, c'est vraiment de connaître pour pouvoir agir sur un territoire. Alors l'exemple en l'occurrence des bâtiments est intéressant. On y reviendra avec Nathalie Gosselin tout à l'heure dans les bonnes pratiques, parce qu'il y a un truc très précis dont elle souhaitait parler. Frédéric, pour finir sur cette question du risque à ne pas ouvrir, en tant que journaliste, toi, qu'est-ce que tu constates comme risque qu'encourent les personnes sur lesquelles vous écrivez chez Sud-Ouest à ne pas ouvrir les données ? Est-ce que tu as éventuellement un exemple ? Alors peut-être déjà par définition, si on me refuse l'accès à une donnée, je me dis qu'elle doit être vraiment intéressante. Je rappelle l'effet Streisand. C'est ça, c'est exactement ça. Ça donne envie de creuser quand on cache un truc. Donc ça, c'est déjà un signe, un premier signe. Et ensuite, ça a été dit tout à l'heure par Dorian, effectivement, la donnée, elle est souvent disponible ailleurs, en fait. Donc on peut avoir un organisme, une collectivité qui va nous dire non, pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, on ne veut pas vous la donner. Et on remonte à l'échelon du département, de la région, du ministère. Et on a probablement quelque part une base de données qui contient l'information qui nous intéresse. Donc finalement, ne pas ouvrir, c'est à la fois donner un sentiment de dissimulation, c'est peut-être, je vais aller frapper à une autre porte et j'aurai la même, et au final j'aboutirai à la même donnée. Et dans le cas extrême, on peut faire appel à donc la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui permet d'avoir accès à toute donnée publique, même aux notes de frais d'un élu, à ses mails, à ses courriers, dans sa fonction. Donc finalement, on a toujours un moyen d'y accéder. Donc ça retarde. Un refus va nous retarder, évidemment, mais souvent, ça ne sera que provisoire. Et 6 mois plus tard, ça prendra du temps, mais on aboutira quand même à obtenir ce qui nous intéresse, en tout cas dans le sujet journalistique qu'on veut traiter. Alors, toute petite parenthèse d'activiste par ailleurs, tu disais la CADA, finalement, certaines et certains pourraient se dire oui, mais il en a parlé tout à l'heure, la CADA, il n'y a pas de capacité de saisine, pas de capacité de sanction. Oui, mais les avis de la CADA et les demandes sur la CADA, notamment si vous passez par MyDada, qui est un excellent site, encore une fois, je ne dis pas ça parce qu'il est par mon collègue Samuel Goeta chez Activiste, mais le fait est que ce site vous permet de publier les demandes auprès de la CADA. Autrement dit, certes, votre donnée sera peut-être cachée, mais la personne qui aura signalé qu'elle est cachée, elle pourra faire valoir ça. Et l'avis de la CADA lui-même doit être rendu. C'est ça, sera publié. Publié et rendu dans un délai. Ça a été bon. Actuellement 6 mois à peu près. 6 mois, voilà. Bon. Un rendez-vous de dentiste en Poitou-Charentes, quoi. En gros, c'est. Je voulais avant de passer à la dernière partie aux bonnes pratiques, je voulais rebondir sur un truc. Est-ce que tu évoquais tout à l'heure la question de la démocratie et la question du débat public. Est-ce que la non-ouverture, est-ce que tu aurais un exemple pour illustrer le fait que la non-ouverture peut parfois dégrader le débat démocratique et finalement faire baisser la qualité du débat de manière générale ? Sur des questions extrêmement simples, des fois de budget, de contrats passés par des collectivités, c'est problématique, même sur des questions assez simples parfois, mais on demande juste à avoir connaissance. Par exemple, j'avais fait une demande il y a quelques années maintenant
auprès du conseil régional sur les contrats avec la SNCF, en fait, sur le réseau régional. Et il y a un système de bonus-malus en fonction du taux de régularité, d'annulation, donc voilà, de ponctualité des trains régionaux. Et donc ça a été assez long, assez compliqué pour obtenir ces infos. Et en plus, on a maintenant le secret des affaires qui s'ajoute un peu à ça et qui permet de masquer encore davantage d'informations qu'auparavant. Et ce qui fait que j'ai obtenu, in fine, les documents, mais qui étaient quasiment entièrement noirs. En fait, toutes les données intéressantes étaient masquées. Quand tu dis noir, c'est-à-dire que ça a été rédacté, comme on dit, Voilà. ça a été Noirci, blanco, passé au blanco, comme on dirait. Et donc, sous le sceau du secret des affaires, et qui ne permet pas d'utiliser le document, donc la donnée, et donc finalement de faire savoir aussi au public, ok, à partir de quand le malus va s'appliquer, s'il y a combien de trains en retard, combien de délais, combien d'annulations, etc. Et à l'inverse, est-ce que le bonus va s'appliquer de façon équilibrée, avoir connaissance un peu des rouages de ce que la collectivité a négocié au nom du public. Oui, parce que là, encore une fois, on parlait, c'est une décision démocratique, ce sont des représentantes et des représentants des électrices-électeurs. On est dans un exercice démocratique. Tout ce qui donc, quand même, la leçon, c'est vous pouvez tenter le coup, mais quand on est motivé et qu'on a un refus, généralement, c'est surtout une motivation pour creuser plus encore. Alors, on a passé en revue un peu des cas problématiques, des blocages, ainsi que les risques à ne pas ouvrir. Pour clore, j'aimerais que rapidement, et après peut-être passer un micro s'il nous reste un tout petit peu de temps, j'aimerais que rapidement, vous nous disiez, chacune et chacun, c'est quoi un petit peu votre bonne pratique, le truc qui vous a permis de désamorcer finalement ces craintes-là et de montrer que l'ouverture des données est finalement la bonne solution. Nathalie Gosselin, vous vouliez parler notamment de ce projet par rapport à l'énergie ? Alors oui, aujourd'hui, le souci qu'on a au niveau des collectivités et auprès des autres élus, c'est de mettre en avant l'utilité de la donnée, pourquoi ouvrir les données, qu'est-ce qu'on va en faire. Et là, avec les élus, il faut être hyper pratico-pratique. Voilà. Et je pense qu'il va sauver, entre guillemets, la donnée, c'est l'énergie. Et là, c'est un vrai sujet. Quand je parle d'énergie, j'ai tous les yeux qui s'ouvrent au niveau de l'Assemblée. Et là, effectivement, je leur ai dit, on est en train d'installer des capteurs sur tous les bâtiments, pas publics, mais on commence par les bâtiments sportifs. Certains datent des années 70, donc je vous passe un petit peu les détails. Et puis, les écoles également. On est en train de placer des capteurs CO2, mais aussi pour l'énergie, pour les consommations. Alors, l'idée, c'est de comprendre et puis de suivre nos consommations, d'émettre des indicateurs qui vont permettre justement à nos services de rectifier le tir. Donc voilà, là, je leur propose ce projet-là. Là, ça parle à tout le monde. On sait pourquoi on va le faire et ces données, à quoi elles vont nous servir. Et justement, ça va nous permettre après de mettre les choses en place en face. Après, il y a une autre bonne pratique que j'ai soulevée auprès des autres collègues. Et celle-ci, on en parle un peu moins, c'est les clauses. Les clauses justement de la donnée dans nos appels d'offres, par exemple. Les logiciels. Aujourd'hui, la ville de La Roche-sur-Yon, on a 130 logiciels métiers. C'est pas beaucoup. Je crois que sur Rennes, ils étaient à 280. Parce que j'étais avec Rennes hier. Et en fait, il y a beaucoup de logiciels qui sont passés en mode SaaS. Donc, tant que les logiciels étaient chez moi, il n'y a pas de problème. J'avais mes bases de données. Je pouvais faire ce que je voulais avec mes données. Aujourd'hui, je suis en mode SaaS. Tout est chez l'éditeur. Bon. Il n'y a pas, comme je prends les logiciels, souvent il n'y a pas de marché public en face, c'est les clauses de l'éditeur du logiciel. Donc il me dit, vous inquiétez pas, les données restent en Europe, il y a le minimum syndical, on va dire, vous pourrez récupérer vos données quand vous voulez, sauf que quand je récupère les données, elles sont inutilisables parce qu'on n'a pas les mêmes supports. Ça a été formaté dans les standards. Oui, c'est clair. Et puis, ou alors il faut que je finance l'API en plus, donc c'est des petits billets de 10-15 000 euros par-ci par-là, mais c'est désagréable. Voilà. Donc 15 000 euros, c'est désagréable. C'est désagréable, on est d'accord. Mais régulièrement, en fait, c'est la récurrence qui est désagréable. Et puis par ailleurs, pour vos propres données, enfin pour des trucs qui au départ vous appartiennent. Exactement. Donc là, on est en train de travailler là-dessus et puis je travaille avec mes services
pour qu'on mette des clauses justement au niveau de nos appels d'offres. Et puis avec l'UGAP aussi, parce qu'on passe par l'UGAP. Alors là, je parle aux collectivités, c'est un fournisseur, on passe souvent par eux. Et eux, par contre, c'est l'UGAP qui met les clauses. Et honnêtement, c'est un panier percé. Enfin, je veux dire, on peut tout comprendre, tout n'importe quoi. Donc voilà, là, il va falloir que nous, on travaille là-dessus. Et ça, c'est hyper important sur ces données-là, où elles vont et le fait de pouvoir les récupérer. Et puis, la dernière bonne pratique... On est dans la zone rouge, là, du coup. Oui, je sais, vous m'avez dit. Très rapidement, vous avez vu, je suis aussi présidente de Réseauville, qui est un centre de ressources politiques de la ville. Et il y a 3 ans, donc, on a lancé une expérimentation. L'idée, c'était d'ouvrir un petit peu la Smart City aux quartiers prioritaires. Le quartier prioritaire, c'est tous les quartiers dits sensibles. Il y en a à peu près dans toutes les villes. Il y en a certainement à Niort. Et donc, on a travaillé sur les thématiques du social, enfin santé, mobilité et puis emploi. Et on a croisé des données publiques, mais aussi privées. Donc, on a été suivi, financé par l'ANCT. Ça nous a permis d'avoir des données de l'ARS. Agence nationale de cohésion des territoires. Oui, pardon, excusez-moi, qui gère un petit peu le territoire. Et puis les données de Pôle emploi. Il y a aussi Randstad qui nous a fourni des jeux de données. Et tout ça croisé, on a réussi à avoir mais vraiment, on a fait parler les quartiers, des choses qu'on ne voyait pas forcément. Le Covid étant passé par là, j'ai plus que... Après, il faut aussi que je fasse parler vos deux Le collègues. Covid qui était passé par là, ça a changé vraiment la donne, les habitudes. Et là, clairement, on avait une photo, mais quasi instantanée, de ce qui se passait dans les quartiers. Et ça a été vraiment une expérimentation. Il y a un livre blanc que vous pouvez télécharger sur Réseauville, je me dépêche. Je mettrai les liens. Et vous allez voir, c'est assez édifiant. Consultez-le et n'hésitez pas. On a mis en open data, en open, toute cette expérimentation. Voilà. On mettra les liens sur le Twitter de Datactiviste et de l'Agglo de La Rochelle. Dorian, en 1 minute, un exemple, toi, ton argument clé. L'argument clé sur ces sujets, de lever les craintes face aux données ouvertes. Nous, ce qu'on fait, c'est notamment, des fois, il y a des craintes sur la partie aussi financière. Donc de fait de créer une page et d'avoir une page en permanence et devoir avoir des frais comme avait été évoqué par Nathalie. Mais en fait, nous, ce qu'on fait en tant que bureau d'études auprès des collectivités, c'est qu'on échange, on fait ce qu'on appelle un POC, donc un Proof of Concept, pour pouvoir aller chercher un petit peu, savoir comment est la collectivité au niveau de ces données, comment est-ce qu'elles sont élaborées, comment elles sont structurées. Et comme ça, on va pouvoir déterminer un petit peu le temps qu'on va mettre pour pouvoir les structurer et les mettre sur une plateforme. Et donc ça, c'est la première chose. Donc ça permet à la fois que nous de ne pas dépasser notre budget ou à la fois de ne pas faire des marges énormes pour rien. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment d'intégrer cette confiance entre les deux entités. Et derrière, c'est sur la partie exploitation. Nous, à partir de retours d'expérience sur les plans climat, par exemple, au début, on avait un abonnement. On s'est rendu compte qu'un abonnement auprès des collectivités, ce n'était pas possible. Surtout qu'un plan climat, c'est un affichage des données en temps réel. On met à jour les données aussi au fur et à mesure de l'avancement du plan climat. Il y a des bilans mi-parcours, par exemple. Mais on a décidé de supprimer les abonnements, puisque du coup, il y a un abonnement gratuit. Donc dès qu'on a créé la page du plan climat, la collectivité peut l'exploiter elle-même. Il n'y a plus de frais. Tout au long de la durée du plan climat. Et l'idée, c'était vraiment de valoriser l'open data, de le partager au maximum. Et du coup, elle peut exploiter son plan climat en direct et de manière dans la durée. Je publierai notamment le lien du PCAET qui m'a donné en exemple. Donc là encore, un plan climat ouvert, de données ouvertes, obligations légales et disponibles. Fred, il te reste 1 minute. Le chronomètre défile. Un exemple, on avait fait une enquête sur Bordeaux Métropole en utilisant des données d'un côté de Atmo qui étudie la qualité de l'air, donc autour des particules fines en particulier. Et on avait une base de données très simple de Bordeaux Métropole avec les coordonnées des écoles, EHPAD, lycées, collèges, etc. On a croisé les deux. On a modélisé donc pour chaque établissement quel était son niveau théorique selon la simulation Atmo de pollution et en déduire à la fin quels étaient les établissements les plus à risque pour les populations qui y sont, pour les enfants, pour les personnes âgées. Il y en avait 2 en particulier sur Bordeaux Métropole, ce qui fait que derrière la collectivité, suite à notre article, a demandé à Atmo de mettre des capteurs dans ces 2 écoles, de faire une enquête au long cours sur plusieurs mois pour voir si la simulation théorique se reflétait dans la réalité. Ils l'ont fait, ils ont publié 2 analyses à Bordeaux et à Senon et qui permettent d'avoir les vrais chiffres aujourd'hui et aux collectivités, in fine, de pouvoir s'en emparer pour derrière
améliorer la qualité de l'air, les bâtiments, les capteurs, etc., pour les enfants, pour les personnes âgées. Donc là, concrètement, ça permet d'aboutir à une évolution, je pense, favorable à tous au final. Excellent. Merci beaucoup pour ces exemples. Donc finalement, la leçon, c'est pour convaincre les gens de l'utilité d'ouvrir les données, ouvrez vos données de base. Toutes les références, les liens seront disponibles sur le Twitter de Datactivist ainsi que celui de la communauté d'agglomération de La Rochelle qui a organisé cette discussion. Merci à toutes et tous pour vos témoignages et tout ça. Je suis désolé, on n'a pas eu le temps de prendre de questions. J'espère néanmoins que vous avez été captivés par le sujet. Si vous cherchez des références, tout ça sera disponible en ligne. Merci Dorian Cosso de Acajou. Merci Nathalie Gosselin de La Roche-sur-Yon. Merci Frédéric Sallet de Sud-Ouest. Et je laisse donc la place à prochain atelier sur le métaverse. Merci à toutes et tous. Bonne journée et bon salon Yann.